Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cette projection exceptionnelle dans le cadre de nos Jeudis du Doc de Cepa, Nuestro Señor de los Milagros, un film qui avait un peu disparu, qu'on avait un peu oublié quelque part après être sorti en 86. Il avait été présenté en Suisse notamment aux Journées cinématographiques de Soleure. Mais après, c'est vrai qu'il n'avait jamais été remis en circulation ni restauré. Grâce au travail de Walter Saxer lui-même et de sa fille Michaela, le film a été enfin restauré par la Cinémathèque de Bologne et la Cinémathèque suisse. Pourquoi la Cinémathèque suisse pour un film qui est tourné au Pérou? Vous allez me dire tout simplement parce que Walter Saxer, même s'il a une carrière allemande longtemps, nous vient originairement de Saint-Gall, même s'il vit maintenant au Pérou. Et il est accompagné de son chef opérateur avec qui il a tourné ce film, que vous allez découvrir, Rainer Klausmann, qui lui a peut-être plus travaillé en Suisse en soi. Et j'ai le plaisir de les accueillir ce soir pour parler de cette aventure et aussi de leurs carrières diverses et variées, notamment dans le cinéma allemand, dans le cinéma suisse et notamment auprès de Werner Herzog, puisque vous le savez déjà, Walter Saxer a été producteur exécutif et producteur de plusieurs, je crois 9, si je ne me trompe, films de Werner Herzog, auxquels d'ailleurs Rainer Klausmann a aussi travaillé. Alors, je vous prie de les accueillir, peut-être, Walter Saxer d'abord, avec le chapeau. Allez, venez seul. Sie kommen. Und Rainer Klausmann, chef opérateur, qui a travaillé notamment avec Ursula Dornach, avec plein d'autres réalisateurs, Fatih Akin en Allemagne, pour ceux qui connaissent beaucoup le travail de Fatih Akin, et qui en effet partage sa carrière entre l'Allemagne et la Suisse. Et Georges Wyss, qui va traduire, puisque évidemment nos amis viennent de Suisse allemande, et ils ont tout à fait le droit de parler suisse-allemand, ou allemand peut-être pour ceux qui comprennent l'allemand dans la salle. Walter. Bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre visite, de voir mon film que je tournais il y a presque 40 ans au Pérou avec Rainer Klausmann, le chef opérateur. Et nous avons fait ce film pendant 5 jours de tournage entre Noël et Année Nouveau, le 86. Bon, il y a peut-être il y a peut-être presque 40 ans. Presque 40 ans, Ouais. c'est ça. Et on parle le français maintenant, après non, parce que c'est un peu comme à l'école pour moi maintenant. Mais parler comme ça, c'est bien, mais pour les questions qui sont plus que bonsoir, comment ça va, c'est mieux qu'on parle l'allemand. Oui, alors, merci pour venir. Beaucoup de plaisir pour le voir. Et après, on discute. Et je peux dire, le commencement un peu dur pour les gens qui n'aiment pas les choses un peu très fortes. C'est mieux quand ils ne regardent pas trop les premières 5 minutes ou 10 minutes, parce que c'est vraiment hardcore. Mais après, quand elle ne sait pas, c'est tout bien. Ça ne passe rien. Ça ne passe pas des choses. On peut tout voir. Mais le commencement est un peu dur. Seulement pour warning. Walter. Bon, allez, vous voyez voir le film maintenant, et après on peut discuter ce que vous voulez. Et ils répondront évidemment à vos questions, et cette fois-ci en allemand. Ok? Vielen Dank, bonne projection, à tout à l'heure. Vielen Dank. Et bon voyage. Ja, und wir machen auf Deutsch, diesmal. Je vais quand même commencer par poser quelques questions et après, évidemment, à vous la parole, comme d'habitude. Évidemment, la première question qui se pose, qui est finalement assez simple, c'est qu'est-ce que vous faisiez là, à ce Noël de cette année-là, et qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'à cette colonie pénitentiaire, jusqu'à El Cepa?
Walter? Äh, Auf Deutsch, ja? Auf Deutsch. Ja. Also ich kannte die Strafkolonie schon 5 oder 6 Jahre nein, 10 Jahre bevor wir den Film gedreht haben, weil ich den Film Fitzcarraldo vorbereitet hatte. Und wir haben ein Motiv gehabt am Rio Camisea, das ist am Urubamba-Fluss noch 2 Tagesreisen Richtung Cusco hoch, und wir mussten immer uns registrieren bei der Polizei im Gefängnis vom SEPA. Und daher kannte ich den und kannte auch, dass die ganzen Insassen dort frei praktisch ihre Strafe absitzen konnten und auch ihre Familien nachrücken konnten in die Strafkolonie. Und das war sehr einzigartig auf der ganzen Welt. Und das hat mich interessiert und ich wollte einen Dokumentar darüber drehen. Der Wille dazu war schon vor wir Fitzcarraldo gedreht haben. Alors, je connaissais cette colonie pénitentiaire déjà 10 ans avant le tournage environ. C'était pendant la préparation de Fitzcarraldo, où on a trouvé des motifs. Là, il y a eu des noms Camisea, direction Cusco. Il y avait des motifs pour Fitzcarraldo qui ont été repris dans la région. Et pour tourner là-bas, il fallait faire des registrations, il fallait s'inscrire, ça se faisait auprès de la police, et c'est pour ça qu'on a eu contact et qu'on a pris connaissance de cette colonie pénitentiaire où les gens vivaient dans une liberté relative, où on pouvait aussi emmener sa famille. Donc ce concept, je l'avais trouvé unique au monde, et ça m'intéressait au point où je voulais en faire un documentaire, et 10 ans plus tard, ça s'est fait, mais l'idée existait déjà avant que Fitzcarraldo se fasse. Also für mich war das viel, viel einfacher, weil ich kannte den Walter Fitzcarraldo. Da hat er mich angerufen und möchte einen Dokumentarfilm machen. Ob ich Zeit und Lust habe, natürlich habe ich Zeit gehabt und Lust auch. Und dann hat er gesagt, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich gesagt, ja, das macht ja nichts. Und meine Frau hat sich schon einiges gewohnt, dass ich nicht da bin manchmal. Und dann haben wir das gemacht. So ging das etwa für mich. Alors pour moi, c'était un peu plus simple de venir vers ce projet. Donc Walter et moi, on se connaissait depuis Fitzcarraldo. Il m'appelle, dit j'ai un documentaire, j'ai un sujet. C'est par là, est-ce que tu as envie, est-ce que tu as le temps? Puis moi j'ai dit bon, l'envie j'ai, puis du temps on peut trouver entre Noël et Nouvel An. De toute façon, ma femme, elle était habituée à ce que je sois pas là. Et puis voilà, comme ça s'est fait. Mais le film commence, comme Rainer l'évoquait tout à l'heure dans l'introduction, par les images de la révolte des prisonniers dans la prison de Sexto, si ma mémoire est bonne. Et dans quelle mesure ces événements ont joué dans le désir de finalement le faire 10 ans après l'idée originale, l'idée de départ? Mikrofon? Mikro? Mikro? Die Anfangsszene mit dem Gefängnisaufstand in Lima hat sich zugetragen 2 Jahre oder 1,5 Jahre vor wir den Film gedreht haben und wurde live im Fernsehen für über fast 48 Stunden der Bevölkerung vorgespielt. Und das war eigentlich die meist gesehene Sendung des Jahres 1985. Und für mich hat es halt den Kontrast gezeigt, was eine Gefängniskolonie im Freiraum des Urwalds für einen Unterschied macht zu den eingesperrten Gefangenen in Lima, die eigentlich eine Hölle durchmachen mussten, die man eigentlich sonst nirgendwo kennt.
La scène du début, donc, avec cette révolte qui se passe à Lima, c'était 1 an et demi avant notre tournage, et c'était diffusé à la télévision à l'époque pendant 48 heures. C'était en direct, et puis c'était au niveau taux d'audience, c'était l'émission la plus vue en 85. Cette transmission en direct de cette révolte. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, pour avoir ce matériel, c'était surtout le contraste de voir cette colonie, à quel point c'était différent de la situation de ces gens qui sont enfermés dans un enfer, au fait, dans la ville, dans des prisons surpeuplées. À partir de là, vous décidez d'aller tourner dans cette période très courte, finalement, juste entre Noël et Nouvel An. Comment s'est passé pour tous les deux l'expérience de... Enfin, quand même, déjà, vous l'avez dit avant, il fallait quand même des autorisations pour tourner, j'imagine, dans la colonie, auprès des prisonniers. Et ensuite, comment s'est passée l'approche, au fond, entre vous, derrière la caméra, devant ou à côté de la caméra, et les prisonniers, les gardiens, enfin, tous les personnages que l'on voit dans le film? Also für mich war das natürlich ein Problem, wie kriegen wir die Genehmigung dort zu drehen. Und wir beide, also Rainer Klausmann und ich, wir sind dann kurz vor Weihnachten oder am Heiligabend sind wir rübergeflogen und sind am 26. Dezember dann im Seppa angekommen. Und die paar Male, wo ich vorher noch in der Kolonie war, hat es keinen Gefängnisdirektor gegeben. Die waren eigentlich ihren eigenen Schicksal überlassen, ohne Gefängnisdirektor. Und als wir kamen, gab es Don Elias, dieser weit über 60 Jahre alte Mann, der eigentlich auch sehr schlecht gehört hat, also halb taub war. Und der Mann war für uns ein Geschenk des Himmels. Das ist ein so toller Charakter gewesen, dass ich den nie hätte mir ausdenken können. Es war wirklich ein Geschenk des Himmels gewesen. Und der hat uns die Türe geöffnet, und die Art, wie wir dann vorgegangen sind mit den Gefangenen, wir haben die nicht ausgefragt, wir haben die auch nicht gefragt, was sie angestellt haben. Wir haben jeden für sich vorstellen lassen. Und zwar vor dieser Gefängnismauer mit dem Holzauge, was da auf der rechten Seite von denen war. Und dann hat sich die ganze Atmosphäre sehr gelockert. Und die Leute haben Vertrauen in uns gefasst, und wir haben dann eigentlich ihnen eine Stimme gegeben und zugehört, was sie für Probleme haben. Und das hat eigentlich den ganzen Film nachher ausgemacht. Alors, pour l'autorisation, évidemment, c'était un petit problème pour l'avoir, car j'y passais déjà. Donc, avant Noël, le 26, nous sommes venus à Seppa. Mais les quelques fois où j'y étais déjà avant, passé pour faire des prises de vue, les quelques fois avant, il n'y avait en fait pas de directeur de prison. Donc tout le monde y était un peu à son propre compte, il vivait, il n'y avait pas de direction, mais finalement quand on était là pour le tournage, on a trouvé ce vieux monsieur qui entendait déjà plus très bien, qui voyait pas très bien, mais qui était un sacré personnage, donc on n'aurait pas pu l'inventer. C'est lui finalement qui nous a ouvert toutes ces portes, qui nous a laissé faire, et finalement l'atmosphère s'est gentiment décontractée. Déjà aussi avec les gens qu'on a filmés, on ne les a pas interviewés, on a juste dit mettez-vous devant la caméra, devant ce mur, présentez-vous, et ils ont senti que ce qu'on était en train de faire, c'est leur donner une voix. Donc c'était devenu aussi une confiance qu'on avait entre nous. Voilà. Rainer, comment vous l'avez vécu? Für mich war das eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Mir kam das immer so vor wie so in einem Buch von Marquez, 100 Jahre Einsamkeit oder Liossa. Das war so, man ist einfach dort und die Leute sind dort und man macht sich keine Gedanken, wie schwer es das Verbrechen war oder was der alles gemacht hat, sondern es waren einfach Leute, die da waren, haben gern erzählt und
haben Humor gehabt und haben gedacht, das ist eigentlich ein Blödsinn, dass sie immer noch da sind. Eigentlich sind wir schon 10 Jahre frei. Und alle haben gesagt, ja, das ist auch ein Blödsinn. Und dann war es dann schon wieder, es ist wieder weiter und zum nächsten. Und das war eigentlich immer eine gute Stimmung für mich. Und wir hatten da keinen Moment Stress mit den Leuten. Pour moi, le tournage était très très agréable. Donc, pour moi, c'était un peu comme un livre de Marquez, 100 ans de solitude. On était là avec ces gens, on discutait, on se parlait, on se racontait des histoires, on filmait cela, les gens nous disaient, etc., combien de temps ils étaient déjà là, puis justement qu'ils attendaient leur papier, etc. On s'intéressait à ça, on filmait ça, et il n'y avait pas un seul moment désagréable dans tout ce tournage. Et à propos de, parce que vous l'avez cité il y a un instant, Mario Vargas Llosa, comment il arrive dans le film? À quel moment vous avez choisi de... Also ich kannte Mario Vargas Llosa schon vor dem Beginn des Films Fitzcarraldo, weil ich habe ihn kontaktiert und wollte eigentlich, dass er das Drehbuch von Werner Herzog etwas überarbeitet, weil das Drehbuch von Werner Herzog ist ein sehr deutsches Drehbuch gewesen und hat eigentlich überhaupt keinen peruanischen Touch gehabt. Und der hat mir bis heute gefehlt. Und da habe ich Vargas Llosa kontaktiert, ihm das Buch gegeben, die übersetzte Version ins Spanische, und ihn gebeten, er soll mir doch eine Meinung dazu sagen, wie man dem Film eine peruanische Farbe beimischen könnte. Und Vargas Llosa hat natürlich selbst sehr schnell erkannt, dass das von Werner Herzog stammt, das Buch, und es wahrscheinlich sehr schwierig sein würde, damit das rumzuändern. Und dass er mir eine Absage erteilt hatte, hat er so gemacht, indem er $50.000 für die Mitarbeit verlangte, die wir natürlich nicht mehr hatten oder überhaupt nie gehabt haben, und es war auch nie vorgesehen, und damit hat sich's erledigt, zu meinem großen Bedauern. Aber wie ich den Film fertig geschnitten hatte, ist mir klar gewesen, ich muss irgendjemand dazu kriegen, den Kommentar an dieses sehr peruanische Thema zu machen. Und ich wollte es nicht selber machen. Und dann habe ich Mario angerufen in London. Er hat in London damals gelebt. Und habe ihm den Film gezeigt in einem Kino, nur mit einer Tonspur und einer Bildspur, also eine Mischvorführung. Und dann hat er den Film sehr geliebt auf Anhieb und haben mir gesagt, komm mit einer Videokassette in 2 Wochen zu mir nach Hause, dann schauen wir uns den Film an und ich mache dir den Kommentar dazu. Und das ist dann auch so passiert. Alors, je connaissais Lorca déjà avant le tournage de Fitzcarraldo. C'était venu autour du script que Herzog avait écrit, et moi, il me semblait que ce script était quand même, on sentait que c'était un script très allemand. Et moi, ce que je cherchais dans ce script, ça n'avait rien de péruvien, donc j'ai contacté Lorca. J'avais laissé traduire le script. Llosa. Ah, Llosa, pardon. Llosa. Ouais, c'est mon écriture. Donc je contacte Llosa je lui donne une version traduite vers l'espagnol de ce script. Je lui demande l'opinion. Et Llosa, ce qui remarque évidemment que c'était un script de Herzog et que ça n'allait pas être facile d'y appliquer des changements. Pour la simple raison que c'était un script de Herzog. Il a quand même empoché beaucoup d'argent pour sa collaboration et on en restait là pour l'instant.
Mais c'est dans un deuxième temps, après le montage final, je me suis dit, il faut quand même que Loz me donne un commentaire là-dessus. Donc il vivait à Londres. On est passé par là, puis on a regardé le film, on l'a visionné en salle, avec une piste son, avec une piste image. Et pour finir, il m'avait dit, est-ce que tu me donnes une cassette? Et puis on le regarde ensemble, et c'est là où le téléphone avait sonné, il me semble. C'est là où mes notes s'arrêtent. Ils ont écrit le commentaire, en effet. Voilà, ils ont écrit le commentaire ensemble à partir de la cassette vidéo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à votre tour? Monsieur d'abord et madame ensuite, donc je vais passer mon micro à Maxime qui va vous passer le micro. Je rappelle que c'est enregistré, donc on vous entend bien. Oui, bonsoir, merci pour ce film. Deux petites questions. On est en plein dans les années Fujimori et Sentier Lumineux en 80. Est-ce que ça a quand même influencé le contexte? Et puis deuxièmement, est-ce que cette colonie existe toujours ou vous savez ce qu'elle est devenue? La Kolonie n'existe plus. Die Kolonie gibt es immer noch, aber sie ist geschlossen, wurde 1993 wurde geschlossen, gehört aber immer noch der Gefängnisverwaltung von Peru. Und ich habe den Film am Festival in Lima gezeigt, jetzt im vergangenen Jahr im August. Und es waren Autoritäten da gewesen von der Gefängnisverwaltung, von den Menschenrechtskommissionen, von den Vereinten Nationen und auch die Schweizer Botschaft war da. Und man tut weiter sehr intensiv darüber nachdenken, diese Kolonie wieder neu zu eröffnen. Es geht um Geld, wie immer, aber die Chancen stehen nicht allzu schlecht, dass dieser Film der Wiedereröffnung der Strafkolonie dient. Und das hoffe ich vor allem. Alors, la colonie, elle existe encore, mais elle est fermée. En fait, elle est fermée depuis 1993. Et puis, c'est toujours la direction pénale du Pérou qui gère, en fait, ce qui en reste de cette colonie. Et puis, l'année dernière, on était à Lima pour montrer le film. C'était en août l'année dernière. Et puis, c'était en présence, justement, de l'administration pénale. C'était en présence d'ONG. C'était en présence aussi des Nations Unies. Et il y a une certaine idée de rouvrir cette colonie et soit tout à fait possible que le film joue un certain rôle de rendre possible une réouverture de cette colonie. Nein, dass die Kolonie geschlossen wurde, hatte sicher keinen Einfluss von Sendero Luminoso gehabt, weil Sendero Luminoso wurde besiegt im Jahr 1992. Da wurde die ganze die Köpfe der Organisation wurden festgenommen und sind seither im Gefängnis, wenn sie nicht schon gestorben sind. Also einige. C'était rien, il n'y avait rien. Vous vouliez encore la traduction de cette réponse? C'est juste. Voilà, donc non, la fermeture de la colonie n'est pas directement liée à ça, puisque le tour a été déjà joué en 1992, donc tout le monde qui était coupable est depuis en prison ou mort. Est-ce que vous avez pu suivre la vie de certains de ces prisonniers plus tard, même maintenant, entre autres le couple américain, enfin américain-canadien, je crois?
Also ich bin vor allem dem Amerikaner Dale gefolgt, der Colonel. Und Colonel ist 2005 in Amerika gestorben. Die sind beide entlassen worden oder haben sich selbst davon gemacht. Und die Kanadierin, die Spuren zu ihr haben sich verloren in Fort Lauderdale in Florida, wo sie eine Hundezucht von nackten peruanischen Hunden geführt hatte, und da haben sich die Spuren dann verloren. Und der Colonel hat nochmals in Amerika geheiratet und ist, wie gesagt, 2005 verstorben. An welcher Krankheit weiß ich nicht, aber wohl, weil er halt doch sehr lange unter Drogen gestanden ist. Alors, l'Américain Dale, je l'ai suivi, il est mort 2 ans après le tournage, donc les gens ont été soit relâchés, soit ils sont partis à un moment donné. La piste de la Canadienne, elle se perd à Fort Lauderdale en Floride, où elle élève des chiens péruviens. Et Körner, je l'ai suivi aussi. Lui, il s'est remarié, il a vécu jusqu'en 2005, mais je ne connais pas la cause de sa mort, vu qu'il s'est quand même drogué une partie de sa vie. Und noch eine Sache dazu. Wir haben nach Drehabschluss von den Drehaufnahmen 1986 haben wir in Lima die Umstände der Kolonie, wo Leute 3 bis 4 Jahre über ihre Zeit sitzen geblieben sind, an die peruanische Presse mitgeteilt, und die sind auf die Proteste hin nachher, glaube ich, 2 Monate später alle freigekommen. Alors, une fois le tournage abouti de ce film, SEPA, donc en 1986, à Lima, ce qu'on a fait avec justement les gens qu'on avait filmés, qui étaient dans cette circonstance, qu'ils avaient 3, 4 ans, depuis qu'on aurait dû les relâcher, et puis que les papiers traînaient, etc. Ça, on l'a fait savoir à la presse péruvienne, et ça a eu des répercussions aussi, donc pas mal de gens ont été libérés ensuite. Ou relâchés plutôt. Je me disais, vous avez eu un temps de tournage très court et je me demandais si c'était un choix de votre part ou si c'était un temps qui avait été imposé par l'administration pénitentiaire, et aussi si vous auriez aimé avoir plus de temps de tournage. Das war eine Entscheidung, weil wir hatten eigentlich keine Förderung, auch von der Schweizer Regierung nicht. Das war alles aus meiner Tasche finanziert. Und wir hatten eigentlich nur so und so viel Geld, um so und so viele Filmrollen zu kaufen, die Kamera zu mieten. Und dann haben wir dieses Material verdreht in diesen 5 Tagen. Wir waren eigentlich nur zu viert, diesen Film zu machen. Es war Rainer Klausmann mit seinem Assistenten, das ist ein Peruaner gewesen, und ein meiner Assistenten, die mir bei Aguirre und bei Fitzgeraldo mitgearbeitet haben. Und ich habe den Ton gemacht, und das war das ganze Team. Und wie die Rollen, die wir dabei hatten, abgedreht waren, mussten wir einfach die Rückreise antreten, weil wir hatten dann kein Geld mehr und auch kein Material mehr zu drehen. Alors pour la durée du tournage, c'est assez simple. Pourquoi on a filmé ça en 5 jours? Parce que déjà on avait très peu de soutien pour ce film, on n'en avait pas en fait. J'ai financé tout ça de mon propre argent.
Ce qui fait qu'on a payé le matériel, on a payé les bobines, etc. On était une toute petite équipe, on était 4 personnes qui tournaient pendant les 5 jours. Il y avait justement Rainer Klausmann et son assistant, il y avait moi, et d'ailleurs j'ai aussi fait le son sur le tournage. Moi aussi j'avais mon assistant qui lui avait déjà travaillé sur Aguirre et Fitzcarraldo. Voilà, pour ça c'était toute l'équipe qu'on avait, et une fois les bobines pleines, le tour a été joué, puis il fallait repartir à la maison. Also es fing eigentlich schon so an, dass wir schon kein Geld hatten zum Filmmaterial kaufen. Und dann hat der Walter all die Labore in Deutschland, ich in der Schweiz, gefragt, ob sie all das Material im Keller haben, das schon überlängstens verfallen ist und kein Datum mehr hat, ob sie uns das geben. Und das war Tageslicht, Kunstlicht, egal was es ist, einfach her damit. Und mit dem haben wir dann alles gefilmt. Und wir hatten nie einen Zeitplan, wenn wir zurück müssen, sondern es war klar, wenn wir keine Filme haben, dann ist der Ofen aus. Also haben wir einfach mal alles verdreht, aber wir hatten nie so einen Stress von der Zeit her. Und dann hast du das Material ins Labor gebracht. Das Labor gibt es heute auch schon nicht mehr. Und hat das einfach auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so viel, das sind unsere Rollen, so viel Geld habe ich. Ich bin ein Negativ entwickelt und eine Kopie für das Geld. Da ist er wieder raus. Und wir wussten gar nicht, wie viel da drauf ist, was alles so kaputt war, weil das war uraltes Material und querbeet, was es gab. Und am Schluss war das aber gar nicht schlimm, es war gar nicht viel kaputt oder gar nichts, das weiß ich nicht mehr genau. Und wir hatten ein Negativ und eine Kopie. Und dann waren wir eigentlich sehr glücklich und zufrieden. Alors, il faut dire pour ce qui concerne le matériel, on n'avait en fait pas d'argent pour acheter du matériel. Donc, ce qu'on a fait finalement, on a trouvé un labo, on a acheté du matériel périmé. On est juste parti, on a dit donnez-nous ce que vous avez, on s'en fout, il nous faut du film. Et puis voilà, on a filmé tout ça très très vite. On savait qu'une fois que c'était rempli, le tournage serait abouti. Mais pour ça, il n'y avait pas de stress. Justement, on était en train de se raconter des histoires, de se filmer. Il n'y avait pas de pression au niveau du temps. On savait juste qu'on allait remplir ces bobines et que ça allait être tout. Ensuite, on est passé au labo. On leur a mis ça sur la table. On a dit voilà, développez, regardez ce qu'on a. On ne savait pas ce qu'on avait en fait. Et la surprise était plutôt bonne parce qu'il y avait peu de matériel finalement qui était trop abîmé pour utiliser. Voilà. Et on était assez content d'avoir ce matériel. Donc c'était plus ce qu'on attendait. Alors, dans la suite de cette même réponse, vous présentez cette soirée justement comme la récupération de ce matériel dans une armoire. Vous pouvez nous raconter un peu plus des détails sur cette aventure des bobines qui ont été restaurées? Quel a été le destin du film, au fond, finalement? Was passiert mit dem Film nach die Premiere in Solothurn? Première à Soleure, c'était... Ja, der Film wurde gezeigt am Festival in Solothurn. Das war 1987, glaube ich. Und ist anschließend auf für kleinen Festivals gezeigt worden. Allerdings ohne große Resonanz. Und dann lief der Film 1988 oder 1989 im Schweizer Fernsehen, in der Reihe von der Schweizer Film, glaube ich, hieß es, und wurde nicht wie ein Dokumentarfilm gehandelt, sondern wie auch ein Teil des Schweizer Filmschaffens. Und meiner, so wie ich das kriege, eigentlich mit sehr guten Kritiken aufgenommen worden. Alors pour la carrière de ce film, il a eu sa première à Soleure, c'était en 1987. Ensuite, il a fait plusieurs petits festivals avec une résonance plutôt moyenne. Et c'est finalement en 1988 que la télévision suisse l'a diffusé. Il l'a diffusé dans un cadre qui s'appelait Der Schweizer Film. Donc le cinéma suisse, c'était pas présenté comme un documentaire, mais plutôt comme une partie du patrimoine suisse. Mais là, les critiques étaient très très bonnes. Qu'est-ce qui
s'est passé alors au moment où... Enfin, parce qu'après, le film a été un peu oublié, et qu'est-ce qui a fait qu'il est ressurgi, qu'il est revenu à la vie, et que finalement, il a pu être restauré et présenté à Bologne, de nouveau à Soleure et dans plein d'autres festivals. Ja, der Film ist nachher in Vergessenheit geraten, weil ich halt auch in ganz anderen Produktionen beteiligt war als Filmproduzent oder als Herstellungsleiter von größeren Filmreihen in Deutschland. Und der Film ist dann dank eines Besuchs von einem Amerikaner, der bei Sundance, vom Sundance Film Festival gearbeitet hatte und von mir erfuhr, dass ich ein Hotel und ein Ressort in Peru betreibe. Und er kam und hat mich interviewt, allerdings was meine Zusammenarbeit mit Herzog anbetraf. Irgendwann kam zur Sprache, dass es diesen Dokumentarfilm gibt. Das ist der erste und einzige Film, den ich selbst gemacht habe. Und er hat ihn angeschaut in der deutschen Fassung. Er konnte kein Spanisch und er konnte kein Deutsch und hat nur irgendwie sich an den Aussagen von dem Colonel orientiert und war aber trotzdem so beeindruckt von der Qualität dieses Films wie auch vom Schnitt und von der Fotografie dieses Films, dass er meinte, das muss man eigentlich wieder in Umlauf bringen. Und es kam dann dazu, dass meine Tochter, die in New York lebte, genauso wie dieser Amerikaner, dann die Finger an das Material gekriegt hatte und beim peruanischen Kulturministerium um eine Förderung für die Restaurierung des Negativs angefragt hatte. Ich glaubte selber nie, dass das überhaupt eine Chance hat, weil ich wusste halt, also wenn da nicht irgendwie mit Schmiergeldern nachgeholfen wird, dass man da nicht so ohne weiteres Förderung für solche Sachen kriegt. Und ich war fast vom Stuhl gefallen, als wir Ende Oktober 2019 praktisch $50.000 von der peruanischen Regierung für die Restaurierung dieses Films gekriegt haben. Heute sehe ich es natürlich ganz klar, das ist ein absolut peruanisches Thema und sowas haben die noch nicht gesehen. Und das erfüllt mich eigentlich auch mit großer Zufriedenheit. Alors oui, c'est vrai que le film est tombé dans l'oubli. La raison est simple. Je m'étais occupé d'autres productions en Allemagne. J'ai produit des films là-bas. Et c'est beaucoup plus tard, donc j'ai eu la visite de quelqu'un qui travaillait pour Sundance, car j'ai un hôtel à Pérou. Et cet hôtel, il y a justement une personne de Sundance qui est venue pour m'interviewer, ce qui concernait avant tout mes coopérations avec Werner Herzog. Pendant cette interview, justement, j'ai parlé de ce documentaire, on en a parlé, puisque c'est le seul film, le premier et le seul film que j'ai vraiment fait moi-même, qui est mon film. Du coup, il a dit que ça l'intéressait. J'ai pu lui montrer une copie qui n'était pas sous-titrée, donc avec les passages en espagnol et en allemand, il se débrouillait, mais il comprenait Körner. Les interventions qui sont en anglais dans le film, ça il comprenait, mais il était quand même impressionné déjà par le montage, et il disait qu'il fallait faire quelque chose avec. Et ensuite, c'est ma fille qui habite à New York, comme cette personne qui travaille pour Sundance. Ils ont demandé du soutien, au fait, au Pérou pour la restauration de ce film. Et moi, franchement, je n'y croyais pas. Je me suis dit, ça ne va pas se passer sans qu'on doit passer de l'argent sous la table, etc., pour avoir de l'argent pour restaurer ça. Mais j'étais assez étonné qu'ils étaient complètement pour. Et la raison, c'est simple. Aujourd'hui, je le vois. Pourquoi ils ont soutenu ce projet? C'est parce que le sujet est super péruvien, que ça les intéressait au niveau politique et qu'ils n'avaient jamais vu cela.
crois qu'on peut vous remercier tous les deux. Rainer, Walter, vielen Dank. Herzukommen. Merci d'être venu jusqu'ici. Surtout, alors Rainer c'est un peu plus près, mais Walter c'est quand même très loin parce qu'il nous vient de Iquitos au Pérou, donc c'est un long voyage et un gros jet lag. Donc merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints et à la prochaine parce que je pense que voilà, pas d'autres films de Walter peut-être, mais enfin on sait jamais, hein, peut-être que la question, peut-être juste une dernière question, est-ce que d'aventure, si tout d'un coup vous auriez envie de le montrer, enfin d'aller plus loin, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure à table, mais si tout d'un coup la colonie pénitentiaire devait rouvrir, est-ce que ça vaudrait la peine de faire El Cepa 2? Je ne sais pas, peut-être que les sequels, c'est pas tellement dans vos habitudes, mais on ne sait jamais. Ich möchte eigentlich sehr gerne diesen Film in allen Gefängnissen Perus, so wie er ist, zeigen. Und das gibt ein Projekt, das ich wirklich mir auch von der peruanischen Regierung finanzieren lassen will, dass dieser Film wirklich an Gefängnissen gezeigt wird in Peru. Ce que j'aimerais faire plutôt que de tourner une suite, c'est vraiment l'idée de montrer ce film dans toutes les prisons péruviennes, mais tel qu'il est, évidemment. Et là aussi, c'est un projet, il faut de l'argent, mais on y travaille. Et puis, ce serait mon rêve vraiment que ce film soit projeté dans toutes les prisons du Pérou. Ich halte eigentlich nicht viel von einem zweiten Teil. Also bei keinem Film finde ich den zweiten Teil besser als der erste Teil. Ich finde das ziemlich bescheiden, wenn man nicht was anderes hinkommt, also von dem weiterzumachen, wo mal irgendwie einigermaßen gut war. Aber nee, das geht nicht. Ich meine, ich habe auch nicht mehr die Naivität, wie ich damals hatte. Und der Walter sicher auch nicht. Wir haben inzwischen auch viel gemacht und viel gesehen. Und mit so einer guten, gesunden Naivität, die wir den Film gemacht haben, das kriegt man nicht mehr hin. Das geht einfach nicht mehr. Heute würde man das einfach anders machen und es würde sicher nicht besser. Also es würde vielleicht, sagt man heute, moderner oder der Schnitt wäre viel schneller, aber das hilft alles nicht. Ich meine, der Schnitt und das Tempo ist halt südamerikanisch und das passt einfach zu diesem Thema. Und wenn man das jetzt anders macht oder modern oder mit irgendeiner blöden Drohne rumfliegt oder so, das bringt alles nichts. Das ist eine einmalige Sache und so soll es sein. Alors, je ne suis pas fan de suite en général, c'est jamais aussi bon que le premier, donc plutôt non, certainement non, parce que déjà, je n'ai plus cette naïveté que j'avais quand on avait fait ce film, et il fallait cela, il fallait une certaine naïveté pour le faire, pour ne pas voir les difficultés que ça pouvait poser, et puis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai vu, ça n'aide pas, parce que ça se ferait d'une manière différente, aujourd'hui, peut-être avec des drones, etc., ça n'aurait aucun sens, parce que ça serait complètement autre chose. De nouveau, Walter, Rainer, merci beaucoup. On peut les applaudir une dernière fois. Merci. Merci à vous d'être restés jusque-là. Et à bientôt à la Cinémathèque.